Pape Thiaw, avec cette victoire dans la CAN 2025 avec le Sénégal, est-ce que pour toi, c'est déjà devenu un grand entraîneur et un grand sélectionneur? Bonne, très belle question. Bonne question. J'ai tendance à cafouiller même, en me perdant mes mots. C'est vrai que tu me poses une colle. Un très grand coach, à quelle échelle? Moi, je dirais qu'au niveau national, déjà, ça souffre d'aucune concertation, d'aucune contestation plutôt. Euh, il est devant, il est devant nettement parce qu'il a eu à conduire l'équipe locale au CHAN, le tournoi des équipes locales. Excuse-moi de la répétition. Il a déjà gagné un CHAN et une CAN, deux compétitions, deux équipes différentes, deux trophées. Ça, ça place déjà le monsieur parmi les meilleurs du continent parce que ça ne s'est jamais fait au-delà du Sénégal. Je ne pense pas qu'un coach l'ait déjà fait en Afrique. Bon, si quelqu'un l'a fait, peut-être que voilà, il sera le deuxième à l'avoir fait, ce qu'il place aussi parmi les meilleurs. Je pense que ne serait-ce que pour ça, voilà, il y a matière à débat. Pour sa première participation à la CAN, il réalise quelque chose de très grand. Il apporte à son pays une deuxième étoile. En même temps, Pape Thiaw, c'était pas aussi évident pour lui de reprendre une équipe qui a quand même eu à gagner quelque chose et qui a quand même eu à connaître un coach qui a assez duré, pour ne pas dire qui avait fait son temps en équipe nationale, mais qui l'avait aussi marqué d'une empreinte indélébile, à savoir Aliou Cissé. Et reprendre cette équipe n'était pas chose aisée. Là, du coup, Pape Thiaw, eu égard à tout ce que je viens de dire, mérite au moins de figurer dans les débats, euh, pas au niveau national, parce que j'en parle même pas. Ici, c'est déjà une légende, mais peut-être au niveau africain, je pense qu'il peut faire partie des débats. Bah, c'est vrai que si tu mets dans la balance le CHAN plus la CAN 2025 remportée, ça commence à faire pas mal de références sur le point de vue continental pour l'ami Pape Thiaw. Là, j'avoue, tu marques un point. Maintenant, on le sait, remporter un titre ou une coupe, ça te permet de te montrer comme grand entraîneur, mais est-ce que tu l'es véritablement? Je pense qu'on va être assez d'accord. Il y a aussi le style de jeu donné par par le sélectionneur et qui est impulsé par le sélectionneur. Et à ce niveau-là, est-ce que pour toi, on va dire, c'est du niveau d'un grand sélectionneur et d'un grand coach, Pape Thiaw? Je pense que le palmarès de Pape Thiaw fait qu'il figurera d'office parmi les grands entraîneurs. Bon, c'est vrai qu'en Afrique aussi, il y a de belles références. Il y a Sanchiata qui a eu à faire le triplé avec l'Égypte. Très, très, très grand monsieur. Hervé Renard sur une période bien récente qui a eu à remporter deux CAN avec deux sélections différentes et surtout son exploit avec la Zambie. C'était quelque chose d'assez costaud, un exploit assez retentissant avec cette équipe zambienne. Le fait de citer Thiaw parmi les potentiels grands entraîneurs du continent, ne serait-ce que sur la période, à mon avis, est vraiment révélateur de ce qu'il a réalisé. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des choses à prendre en compte, notamment le jeu, la patte. Faut pas perdre de vue que ça reste un jeune coach qui a une certaine vision du football. Je dirais pas qu'on tient clairement une patte Pape Thiaw, mais il a une certaine vision du football qui est visible avec cette équipe du Sénégal. Cette équipe du Sénégal reflète la vision footballistique du coach. L'ambition de Pape Thiaw se traduit par le contenu et la prestation produite par cette équipe du Sénégal. Je pense qu'on ne tient pas clairement une patte Pape Thiaw. C'est vrai que c'est encore tôt. On parle d'un coach qui n'a pas encore fait 2 ans à la tête de cette équipe. C'est assez tôt de parler de patte, d'empreinte sur le football sénégalais. Mais il y a de belles choses qu'on entrevoit, de très très belles choses qui font que, voilà, on voit l'idée que Pape Thiaw se fait du football, l'idée que Pape Thiaw a inculqué, l'idée de jeu qu'il a inculqué à cette équipe. Voilà, je pense que c'est encore tôt par rapport à certaines choses. Mais incontestablement, son palmarès plaide
en sa faveur et fait qu'il rentrera certainement dans les plus grands. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est que si on pose déjà la question, alors que ça fait que 2 ans qu'il est à la tête du Sénégal, c'est qu'il y a quand même matière à entretenir un petit peu le sujet. C'est qu'il a mis des bases très très élevées dès le départ. Et quand tu parles d'un Sheata ou tu parles d'un Hervé Renard, ça place tout de suite quand même le niveau d'un Papio. Juste comme ça, même si c'est pas le sujet. Par exemple, toi, tu le sens en capacité de faire une meilleure carrière qu'un Emers Faé, qui lui aussi était un ancien joueur, qui est devenu entraîneur, pas dans les mêmes conditions, mais tu le vois avoir une meilleure trajectoire qu'un Emers Faé, ou tu penses que c'est dans la même lignée qu'un Emers Faé. Encore une fois, le sujet, c'est Papio, mais je trouve que ce parallèle peut avoir un minimum de sens. Donc, toi, tu verrais un lien entre les deux ou pour toi, c'est vraiment différent et c'est deux cas différents? Je pense que la comparaison peut se tenter. Je pense qu'elle n'est pas osée. Euh, Clairement, je pense qu'ils sont assez différents. Je pense que les situations, le contexte était différent. MS Faye arrivait en pleine compétition dans un climat assez tendu. Il a su redresser la barque et mener cette équipe ivoirienne vers un sacre dont le contexte était, je dirais pas favorable, mais était assez, par moments, hostile. Mais ils sont peut-être servis de cela comme électrochoc pour aller au bout. Là, après, on lui a demandé peut-être, moi, de loin, en tant que Sénégalais, je n'ai pas quand même toutes les informations, ni les tenants, ni les aboutissants. Mais quand je vois cette équipe ivoirienne, même lors des éliminatoires contre le Gabon ou sur certains matchs, je me dis que MS Faye, il y a peut-être euh, quelques doutes à émettre à son sujet par rapport à sa façon de manager ou sa vision du football. Moi, je suis par moment peu convaincu, pour être correct. Là où Papiao, moi j'ai quand même eu à être dubitatif à son sujet. Au moment de sa nomination, j'étais pas de ceux qui étaient vraiment emballés à l'idée de le voir à la tête de la sélection. Il m'a clairement convaincu et je pense que sur le long terme, c'est quelqu'un qui, match après match, s'améliore. Euh, J'en veux pour preuve la CAN. Durant la CAN, il a su s'adapter et adapter son équipe à ses adversaires, aux forces et aux faiblesses d'en face. C'est aussi ça la patte. Je suis rentré dans ce piège. Je parle déjà de patte. C'est peut-être ça l'identité de Papio. Il sait s'adapter. Preuve que voilà, il y a un bagage chez lui en matière de coaching. Je pense qu'il est en avance peut-être par rapport à MS Faye. D'autres diront non, mais peut-être que sur la durée, le temps nous dira. Mais moi, je me dis que Pape Thiaw est différent des MS Faye. Pape Thiaw a une meilleure lecture du jeu, une meilleure, ou plutôt une plus grosse marge de progression. Je remarque, hein, c'est pas la première fois que tu nous dis la patte Papio, même si c'est pas facile à dire d'un coup. Je remarque que tu le sors plusieurs fois. Donc, ça veut dire déjà que tactiquement, pour toi, il y a un niveau plus élevé que par exemple chez un Emers Faé où il y a quelques doutes. Après, c'est un autre débat. T'as raison, il faut avoir tous les tenants et aboutissants, mais dans cette comparaison de deux anciens joueurs qui reprennent la sélection et qui sont champions d'Afrique dans la foulée, voilà, c'était pour ça que je faisais ce parallèle. Maintenant, euh, voilà, tu as commencé un petit peu à en parler, cette approche tactique. Euh, Toi, tu sens véritablement un coach qui s'adapte en fonction de l'adversaire et qui est capable d'être, on va dire, très réactif dans sa lecture du jeu, ou c'est plutôt un coach dogmatique? J'ai un peu ma réponse. Moi, je le vois comme un coach qui lit très bien les situations de match et qui lit bien, on va dire, les forces en présence. Et j'en veux pour preuve la finale avec son coup tactique. Mais
voilà, moi, c'est la vision que j'ai un petit peu de loin. Toi, du Sénégal, tu as cette même sensation que tactiquement, il a cette vision de s'adapter à l'adversaire, ou au contraire, c'est plutôt un dogmatique. Je pense que Pape Thiaw, son seul dogme, c'est le jeu, surtout le beau jeu. Si le jeu se fait d'une très belle manière et qu'à la fin, l'équipe gagne, c'est le plus heureux. La différence d'Aliou Cissé, je pense qu'il accorde beaucoup d'importance au contenu, la prestation. Et même au niveau compo d'équipe, je pense que c'est pas le dogmatique suprême, c'est pas quelqu'un qui s'accroche à un système particulier. Le Sénégal a débuté avec un milieu à deux. Je pense qu'on a eu à jouer avec ce milieu durant quelques matchs amicaux. Il a su remodeler cette équipe par rapport aux adversaires. Et je pense que la deuxième mi-temps contre la RDC lui a fait comprendre que l'équipe devait jouer, que ce double pivot était viable, mais face à certaines équipes, il faudrait peut-être densifier un peu plus le milieu. Ça, on l'a relevé durant la compétition et on l'a assez dit dans les podcasts. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est assez intelligent, qui sait s'adapter aux adversaires en face. Ok, donc on pense la même chose. C'est plutôt un pragmatique capable de s'adapter à l'adversaire plutôt qu'un dogmatique. Donc j'avais la même sensation. C'est bien, on partage la même vision. Maintenant, si tu devais le déterminer, est-ce que tu le mettrais plutôt dans la catégorie des coachs offensifs ou défensifs? Alors, je sais qu'il y a le parallèle avec Aliou Cissé qui va forcément devenir en tête, mais essaie de faire vraiment la distinction entre les deux. On parle vraiment pas de la comparaison entre les deux, plus sur sa manière de voir le foot. Est-ce que il se rapproche plus d'un Walid Regragui qui va être euh, on va dire, admiratif de l'équilibre et surtout de pas prendre de risques, ou au contraire, tu le vois, voilà, plutôt dans la catégorie des entraîneurs offensifs. Ouais, je vais pas faire de comparaison, mais dans les catégories des entraîneurs offensifs. C'est vrai qu'il sera assez compliqué de parler de Pape Thiaw sans évoquer Aliou Cissé. Mais je vais m'y atteler. Promis, sur ce coup, je vais pas parler d'Aliou Cissé. Bon, je suis de même avis que toi. Je pense que le mot est là. Pape Thiaw est un coach plutôt pragmatique. Pragmatique voilà, qui sait lire le jeu et qui sait s'adapter à l'adversaire. Mais Pape Thiaw est aussi un coach qui a une vision assez offensive du football. Euh, Plutôt équilibré, mais assez offensif. C'est vrai que le Sénégal, bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi des adversaires qui ne nous opposaient pas une farouche résistance. Ça, c'est vrai. Mais le Sénégal, depuis l'avènement de Pape Thiaw, contrôle plus le jeu, a plus le ballon et fait plus d'entrepreneurs, j'allais dire. Je pense que ça, c'est en vrai la vision du football que Pape Thiaw a et c'est ce qu'il veut transposer à cette équipe. Je pense que Pape Thiaw, dans sa vision du football, il préfère contrôler le ballon et faire le jeu au lieu de le subir. Je pense que c'est ça l'idée de Pape Thiaw. Je pense que si c'est ça être un coach offensif, je pense que c'est plutôt quelqu'un d'offensif. Après, il n'est pas tout le temps dans les déséquilibres, sauf si cela le nécessite, comme ce fut le cas en finale. Mais c'est quelqu'un qui sait s'appuyer sur des déséquilibres quand le jeu le demande, mais il est sur du pragmatisme tout en étant plutôt porté vers l'offensive. Ok, donc si on devait le déterminer, on le mettrait dans les pragmatiques offensifs. Je pense que ça pourrait bien le définir. Maintenant, il y a une autre question moi, qui m'intéresse, c'est, ah, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et ça fera aussi un peu le lien avec notre notre deuxième question, mais pour toi et aussi pour le peuple sénégalais, il est devenu véritablement ce grand coach et ce grand sélectionneur uniquement par le jeu et donc le résultat final, et donc comme on le dit, les matchs et les impressions visuelles, ou c'est aussi parce que il y a eu cette
dramaturgie dans cette finale où justement il a joué un rôle important. On l'a déjà dit dans un dernier podcast qui devait euh, pas être pris en exemple parce que c'est jamais bon. Mais est-ce que pour toi et le peuple sénégalais aussi, tu penses que c'est devenu un grand coach parce qu'il a été capable de dire non? Allez, on va dire, on va faire un peu simple en disant ça. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'il a gagné ce titre de grand coach à tes yeux et aux yeux du peuple sénégalais? Moi, je dirais que pas forcément. Plutôt non. Et je dirais pas que c'est parce qu'il a su dire non qu'il est devenu un grand coach. Je pense que c'est surtout par rapport à ce qu'il a réalisé. Je pense que malheureusement, comme j'ai eu à le dire dans le podcast précédent, ce qu'il a eu à réaliser est parfois éclipsé par ce fait-là. Mais le peuple sénégalais est un peuple qui adore le beau jeu. Je pense qu'on aime voir cette équipe sénégalaise bien jouer. Je pense que, bon, difficile de ne pas faire de comparaison, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu cette équipe aussi joueuse. On n'est pas sur le Barça de Guardiola, mais quand même, le Sénégal a produit un meilleur football que lors des précédentes CAN. Après, Pape c'est aussi quelqu'un qui avait cette réputation d'être très, très, très calme, très cool. Par moments, c'est le mec qui suscitait beaucoup de sympathie, mais voilà, qui quand même renvoyait cette image d'être un peu faible par moment, même si le mot il est assez, bon, je dirais assez fort. C'est fort. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui semblait manquer de poigne. Voilà, face à cette équipe surtout. Là, t'avais des personnages et des personnalités dans ce groupe. Et on se posait souvent cette question de la légitimité de ce coach-là à diriger ce groupe. Là, on avait quelques inquiétudes à ce sujet, surtout par rapport au caractère du bonhomme. On l'avait jamais vu prendre une position ferme ou se démarquer par rapport à une situation donnée. En vrai, c'était pas le El Diouf aussi, c'était pas quelqu'un d'extravagant. Du coup, on avait quand même ces doutes. Et ce fait-là, durant la CAN, a permis au peuple sénégalais de savoir que Pape Thiaw, ah, il a dû répondre non. Il a quelque chose de particulier en lui, qu'il sait quand même dire non quand il n'est pas d'accord. C'est vrai que la manière peut laisser à désirer, mais voilà, il sait aussi s'affirmer. Il a su s'affirmer à un moment clé de la finale. Peut-être le jugeront d'une manière négative, mais globalement, je pense qu'on a découvert une personne qu'on ne connaissait pas. Euh, Peut-être que Pape Thiaw, on ne le connaissait pas si bien que ça. Et cette carte nous a permis de connaître et d'apprécier le bonhomme. Donc c'est aussi parce qu'il y a cette sélection séduisante que toi, comme les Sénégalais, peuvent avoir cet a priori très positif sur un Pape Thiaw par rapport à un Aliou Cissé qui, voilà, avec lequel on va être clair, on s'ennuie un peu plus. Donc déjà, ok, il y a ces bases-là, il y a les références maintenant nationales. Euh, Parlons aussi du coup tactique qu'il nous a montré pendant cette finale. Après coup, tu penses que c'est aussi ça qui a amené le Sénégal à remporter le match. Je te demande pas on va dire ton avis sur ce changement tactique parce que on en a déjà parlé ensemble. Euh, je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast qu'on a fait sur ce sujet-là. Mais plutôt, on va dire après coup, tu penses que ça a eu un vrai impact sur et la rencontre et les joueurs, ou ça reste qu'un changement un peu anecdotique qu'on peut avoir dans plein de matchs où l'entraîneur, à court d'idées, passe d'un système à l'autre. Par rapport au changement, je pense que c'est ça aussi l'identité Pape Thiaw comme coach. C'est de la prise de risque. C'est aussi ça qui a plu aux Sénégalais. C'est un coach qui, quand même, contrairement à lui, n'est pas aussi frileux.
Il n'hésite pas à faire des choix osés, des choix tactiques. C'est assez audacieux. Il n'hésite pas aussi à lancer des jeunes joueurs. C'est aussi ça la réussite de Pape Thiaw. C'est aussi des paris. Des paris qui, à première vue, peuvent paraître risqués. Moi, je t'en ai parlé, on en a déjà parlé durant les podcasts précédents. Le coup Mamadou Sarr, en finale, je ne le voyais pas venir. C'était assez risqué. Et cette défense à 3, je le mets sur le compte de l'audace du coach. Et il a eu le nez creux à ce moment du match de lancer cette défense à 3 et de faire jouer Ismaël Sarr comme piston avec Ibrahim Baye un peu plus haut, avec une certaine variation dans le jeu sénégalais. Un jeu qui, avec cette rentrée des deux joueurs, des trois joueurs sur le côté droit, à un moment donné basculé. Et je pense que ce basculement vers la droite nous a beaucoup aidé parce que Sadio Mane, il a carrément fait des efforts conséquents, que ce soit offensivement comme défensivement. Et il commençait à accuser le coup vers la fin vers la fin du match, j'allais dire vers la 90e minute. Quoi de mieux que faire rentrer du 109 et peut-être que sur un couloir, le jeu allait basculer de l'autre côté, offrir plus de possibilités tout en permettant à Sadio Mané et au couloir gauche de se reposer. C'était aussi peut-être ça l'idée. Et ça s'est fait à un moment où le Maroc, comme on l'avait relevé durant le podcast, revenait bien. Le Maroc revenait bien dans le match et terminait mieux. Et je pense que c'était un coup tactique. C'était pas un coup d'un coach désespéré, mais c'était surtout un coup tactique. Et c'est à mettre sur le compte de Pape Thiaw. Bon, mine de rien, là, ça nous fait quand même pas mal d'arguments pour placer Pape Thiaw parmi justement les grands coachs et les grands sélectionneurs. Parce que on a et le côté séduisant, on a le côté tactique, on a le côté approche, on a le côté charismatique. Bon, ça commence à faire beaucoup dans la balance. Maintenant, voilà, pour terminer ce sujet Paptio, après le Sénégal, même si j'ai pas envie de briser ton cœur de supporter sénégalais, mais après le Sénégal, tu le penses être en capacité de pouvoir intégrer un club et d'avoir une carrière dans un bon, voire un grand club européen, ou tu penses que c'est plutôt un entraîneur qui on va dire, se spécialisera et se concentrera plus sur les sélections? Tu le verrais comment pour la suite, pour Papio? Bon, malheureusement, j'ai deux mauvaises nouvelles pour lui. Je pense qu'il jouit d'une très, très mauvaise presse au niveau international, ce qui est quand même quelque chose à souligner. Parce que au niveau international, c'est pas la même appréciation. C'est pas un coach valorisé. C'est pas un coach qui est bon. Parce qu'on a assez critiqué et on a dit beaucoup de choses sur lui, tout sauf, je pense, l'essentiel. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon techniquement? Ou est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il ne l'est pas comme sélectionneur? Heureusement, l'ami, qu'on a l'occasion de le dire ici, qu'on a l'occasion d'en parler. Aussi, autre chose, difficile pour un coach africain de percer. Déjà que Hervé Renard, qui est français d'origine, a eu à faire de belles choses en Afrique, a remporté 2 CAN. Hervé Renard n'a pas pu s'imposer en France dans dans les clubs moyens, je dirais, ou dans des clubs de seconde partie de tableau. Il a même eu du mal à avoir des propositions. Lui-même l'a dit qu'il ne s'est pas senti valorisé par la France. Et par extension, je me dis que ce sera la même chose pour les sélectionneurs africains. Et ceci, je ne le dis pas pour me victimiser ou victimiser le football africain, mais c'est une vision que beaucoup de gens ont du football africain, ont des acteurs du football africain, excepté certains joueurs ou excepté les joueurs. Les autres acteurs ne sont pas
appréciés à leur juste valeur. C'est peut-être ça le problème le football africain. Bon, malheureusement pour lui, c'est les deux bémols que je mettrais. Après, on ne sait pas. Ouais, je ne serai pas catégorique. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Peut-être que s'il remporte un trophée et s'il est capable de faire un exploit, genre être le premier sélectionneur africain à remporter ce que tu sais et ce que je ne vais pas dire. Je vais pas dire, je vais pas dire le trophée. Voilà, peut-être que s'il remporte ce trophée-là, qui sait, il peut prétendre à, à une carrière internationale au niveau des grands clubs ou des clubs moyens de première division. Ah, tu m'as devancé parce que j'allais te parler justement de la Coupe du Monde. Moi, j'ose lui dire le mot. Imaginons qu'il a, alors je sais pas si on peut dire aller gagner la Coupe du Monde, mais imaginons un parcours comme Walid Regragui en 2022, le Sénégal dans le dernier carré. Bon, je sais là, je te fais rêver un petit peu, mais imagine ça. Est-ce que là, ça pourrait pas changer un petit peu l'approche que pourraient avoir les clubs étrangers et les clubs donc entre guillemets plus huppés ou les sélections plus huppées? Moi, je te le dis, la Coupe du Monde change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans une carrière et dans ce que tu peux avoir comme opportunité. Donc, je comprends ce que tu veux dire là au moment où on parle. Après avoir remporté la CAN, il n'a pas forcément, encore une fois, ce retentissement international et cette bonne presse, comme tu as dit, liée aussi à cette finale. Maintenant, attention, une Coupe du Monde peut aussi accélérer ce processus. Donc, voilà, moi, j'ose le dire, s'il vient à faire un dernier carré, je pense que là, tu as plus d'un club UP qui vient à s'intéresser à lui. Tu confirmes ou tu restes encore mesuré? Après, est-ce que Walid Regragui a eu des propositions de très bons clubs en Europe? Bon, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si les a eu ces propositions. Je sais pas si c'est lui qui a décidé de rester au Maroc, continuer l'aventure avec la sélection marocaine. Moi, je suis plutôt, bon, dubitatif. Tout dépendra certainement du parcours de la sélection sénégalaise. Et le bonhomme a quand même eu à relever tous les défis. À chaque fois qu'on lui a donné des objectifs à atteindre, les a généralement atteints. Je pense que quand il a signé avec la Fédé pour prendre les rênes de l'équipe nationale, on lui avait fixé des objectifs. Le premier, c'était la qualification mondiale, chose faite. Une victoire à la CAN, c'est déjà en poche. Après, le prochain objectif, on ne l'a pas encore fixé. Bon, moi, je ne serais pas dans des projections avec une possibilité de remporter ce que tu sais. Moi, je serais mesuré jusque-là. Bon, en tout cas, l'objectif sera le dernier carré. À coup sûr, l'objectif sera le dernier carré. S'il parvient à y accéder, bon, je me dirais que il lui manquera toujours cette étape. Se réussir à se qualifier pour la finale. Là, je me dirais que il aura fait quelque chose d'inédit. Et le regard porté sur lui sera différent. Bon, est-ce que cela suffira pour avoir de la crédibilité et accéder au football européen? Moi, je reste toujours dubitatif. Je reste toujours sur l'appréciation que j'ai. Le football africain n'est pas aussi valorisé. Les techniciens africains en général ne sont pas si valorisés. Ça aurait été un étranger venant d'un autre pays européen, d'un pays européen, peut-être que je me dirais que s'il fait une demi-finale de Coupe du Monde, facilement, il peut prétendre à un banc en Europe.
Non, mais c'est vrai que quand tu prends l'exemple Regragui, je peux pas te dire le contraire. Maintenant, mine de rien, entre Regragui 2022 qui venait de reprendre la sélection après Vaïd et Pape Thiaw qui, à Le Chan, a remporté la CAN dans les conditions qu'on connaît et avec le style qu'on vient de décrire, pour moi, c'est pas déjà les mêmes références. Maintenant, j'entends ce que tu dis et malheureusement, je peux pas te contredire sur la perception par une grande majorité des clubs européens et particulièrement les meilleurs du football africain et donc du coaching des sélectionneurs africains ou des entraîneurs africains. Je peux pas aller contre toi. C'est une réalité. Quand on voit même un Hervé Renard dont on parlait tout à l'heure, il a fallu qu'il fasse des pieds et des mains pour qu'on le prenne et qu'on lui donne sa chance dans un club. Bon, oui, c'est vrai que c'est pas simple pour Papio forcément directement comme ça après la CAN de pouvoir postuler pour ce type de poste. Maintenant, je pense avec ce que je viens de dire, la Coupe du Monde, si tu arrives à être impactant, déterminant et tu fais un exploit, j'en sais rien, peut-être aussi le match d'ouverture contre la France. Pour moi, il y a plein d'opportunités pour lui de passer le cap et de passer le cut qu'on peut être en droit d'attendre. Voilà, on vient d'en parler. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui montrent que c'est pas juste un one shot, Papio. Il y a une philosophie, il y a une manière de faire, il y a des résultats et et évidemment ce bilan en aussi peu de temps de carrière au très haut niveau nous fait dire, bah nous ici au FC Copain entre Baba qui est au Sénégal et moi ici, que justement on est peut-être en train d'assister à la naissance d'un grand coach et d'un grand sélectionneur. Donc, Pape, tu sais ce qu'il te reste à faire pour gravir encore les échelons, pardon, dont on pense que tu es en capacité de passer. Maintenant, ça va être à toi de nous montrer que tu peux mener le Sénégal bah, justement à ce dernier carré, voire à la finale. Et alors là, tout du spectacle à la victoire finale, là, je pense qu'il y aurait même plus de débat à ce niveau-là.